Bien, donc on recommence notre cours. On était à une section 4 qui est consacrée, s'il vous plaît, aux obligations et responsabilités du dirigeant. Donc on avait terminé sur les rémunérations et on va évoquer, on reviendra sur quelques points en particulier sur les rémunérations, mais quand on aura terminé cette vision d'ensemble du statut des dirigeants, on clarifiera les choses, notamment sur nos histoires de loi Sapin 2, quand elle sera définitivement publiée. Et je vous donnerai quelques indications, notamment sur le régime social de la rémunération du dirigeant. Eh oh! Merci. Bien, donc, section 4, obligations et responsabilités du dirigeant. On va voir deux points. On va voir d'une part les obligations, d'autre part, donc c'est un paragraphe premier, d'autre part la responsabilité, oui, les premières étudiantes sermonnées en direct sur Facebook, voilà, quand même. Bon, oui, c'est la honte, je sais. Bon, alors, paragraphe 2, la responsabilité du dirigeant. Et voilà, j'ai l'air très méchant d'ailleurs, comme on le voit en ce moment. Donc, paragraphe 1er, les obligations. Paragraphe 2, la responsabilité du dirigeant. Paragraphe 1er, les obligations. Quelles sont les obligations qui pèsent sur le dirigeant, plus largement sur le mandataire social? On est tenté de transposer les obligations qui pèsent sur le mandataire, c'est-à-dire obligations notamment de diligence, obligations de loyauté. On est tenté de les transposer parce que quand on regarde ce que le droit des sociétés français, ce que le Code de commerce nous donne comme liste des obligations du dirigeant, eh bien on reste un peu sur notre faim. Je vous l'avais déjà dit, mais par exemple, le seul fait que le dirigeant doive agir dans l'intérêt de la société, vous n'avez pas un texte qui l'affirme de manière claire. Vous avez des textes sur la définition des pouvoirs du dirigeant, et on va vous dire, pour certaines sociétés en non collectif particulièrement, que si le dirigeant n'a pas vu ses pouvoirs définis par les statuts, il a le pouvoir de faire des actes de gestion dans l'intérêt de la société. On vous dit que c'est un abus de biens sociaux, donc une infraction pénale, le fait d'utiliser les biens de la société dans son intérêt personnel contre l'intérêt social. Mais voilà, il n'y a pas une liste précise dans un texte de loi des obligations qui pèseraient sur le dirigeant. Bon, des obligations, on comprend quand même qu'il en a parce qu'on verra que pèse sur le dirigeant une responsabilité civile particulière. On nous dit notamment lorsqu'il commet des fautes de gestion. Donc, il a certainement des obligations. Ces obligations, il faut tout de suite clarifier une chose, ces obligations, ce ne sont pas les obligations qu'il prend pour le compte de la société. Je le dis, même si ça va de soi, on a vu assez longuement que la société est une personne morale. Lorsque le dirigeant fait des actes au nom de cette personne morale, eh bien, il engage la société, il ne s'engage pas personnellement. C'est comme en droit du mandat, le mandataire ne prend pas des engagements personnels. À la rigueur, on pourrait dire le mandataire qui dépasse ses pouvoirs, est-ce qu'il ne doit pas être engagé personnellement? Et la réponse en réalité est non. Quelqu'un qui dépasse les pouvoirs qu'on lui a confiés, il n'engage pas la personne qu'il prétend représenter, il pourrait engager sa responsabilité, mais ça serait une responsabilité comment? À l'égard des tiers, il n'a jamais voulu être engagé dans le contrat qu'il fait signer au nom de son représenté. Il peut engager sa responsabilité parce qu'il commet une faute en dépassant ses pouvoirs. Avoir une faute à l'égard du tiers, c'est délictuel parce qu'il n'a pas de contrat avec le tiers. À l'égard du mandant, c'est contractuel parce qu'il dépasse son pouvoir. Mais on ne peut pas imaginer, sauf si un texte spécial venait à le dire, ou si un juge considérait que ce doit être la meilleure des sanctions, que celui qui agit en représentation en dépassant ses pouvoirs soit engagé personnellement. Il commet une faute, d'accord, mais il n'a jamais eu l'intention de s'engager personnellement. On me donne pouvoir pour louer une maison, je vends cette maison, je signe un contrat de vente au nom de mon mandant,
Est-ce que la sanction, c'est que je suis moi-même tenu de transférer la propriété de la maison? Déjà, ça ne marche pas parce que je ne suis pas propriétaire. Et puis, je n'ai jamais eu l'intention de vendre cette maison. On pourrait avoir des scénarios incroyables où on viendrait dire, ben, dans ce cas-là, vous avez l'obligation d'acheter la maison pour la revendre ensuite. Non, ce n'est pas la solution qui est retenue, sauf texte spécial. On ne donne pas ce genre d'obligation aux représentants qui dépassent ses pouvoirs. Mais tout ça pour vous dire que le principe, c'est bien que le dirigeant, lorsqu'il engage la société, il ne s'engage pas personnellement. Si je vous dis que ma société va vous acheter 3000 tonnes de la marchandise que vend votre société, ce sont nos deux sociétés qui ont contracté. Moi, si je suis dirigeant, je ne suis pas engagé sur mon patrimoine personnel. Pour que je le sois, il faudrait que je vienne signer le contrat en mon nom personnel, peut-être comme garant des engagements de ma société. Peut-être que vous allez me demander ça, mais en tous les cas, le principe, c'est que je ne suis pas engagé en tant que représentant. Bien. Dans les obligations qui pèsent sur le dirigeant, je crois qu'on peut en identifier 3, sans trop de difficultés. Après, on pourra peut-être en ajouter d'autres, mais il me semble qu'il y en a 3 qui pèsent sans contestation sur le dirigeant. Sans contestation, mais on va voir qu'elles ne sont pas si nettes que ça, toutes. La première, celle qui pose sans doute le moins de difficultés, c'est ce que l'on peut appeler l'obligation d'information. Donc, première obligation, obligation d'information. Obligation d'information, l'idée c'est que la société doit de l'information aux associés, doit de l'information à certains organes autres que les associés ou que l'assemblée des associés, et l'idée c'est que c'est généralement le dirigeant, détenteur de ces informations, qui va être le débiteur de l'obligation d'informer les associés ou les autres organes de la société. Alors, on a peu de textes qui disent expressément que c'est telle personne qui est tenue d'une obligation d'information, mais on a un texte qui est particulièrement clair, l'article L225-35. On a des textes qui vont nous dire le conseil d'administration doit communiquer tel ou tel document, telle ou telle information. Mais on a un texte qui est particulièrement clair, qui est l'article L225-35, alinéa 3. On nous dit le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Donc là, on a un texte qui est sans ambiguïté, si ce n'est qu'on nous dit le président ou le directeur général, ce qui pose des questions. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est en fonction des informations qu'à l'un ou qu'à l'autre? Bon. En tous les cas, ici, voilà un texte qui identifie clairement le débiteur de l'obligation d'information. Premier devoir, informer. Deuxième devoir, qui va être plus délicat à expliquer, c'est le devoir de loyauté. Devoir de loyauté, on n'a pas de texte qui nous dise de manière générale le dirigeant doit agir loyalement, mais quand on nous dit, je reprends mon exemple de l'abus de biens sociaux, qu'on peut envoyer 5 ans en prison et lui faire payer une amende conséquente, 375 000 €, celui qui prend les biens de la société qu'il a en son pouvoir en tant que dirigeant et les affecte à un usage personnel, on comprend que le dirigeant qui a un pouvoir sur les biens de la société doit respecter leur affectation, donc doit s'en servir dans l'intérêt de la société. Et une fois qu'on a dit ça, on peut en déduire qu'il doit être loyal à l'égard de la société. Elle lui a donné ses biens pour qu'il satisfasse l'intérêt de la société. Il doit respecter cela, il doit donc être loyal. On pourrait déduire de l'infraction d'ABS, on pourrait en déduire ce devoir de loyauté. Mais
ça va plus loin en réalité. C'est quoi la loyauté? Comment vous définiriez la loyauté? Ça peut être une réponse qui nous vient aussi de l'extérieur. Mais vous ici, parce que c'est quand même pour vous que le cours est fait au départ. Oui? Le fait de ne dissimuler aucune information. C'est vrai, mais on pourrait dire, mais ça fait partie du devoir d'information. Si je dois informer positivement, je ne dois pas cacher les informations que j'aurai. Voilà. Oui? Alors, il y a sans doute effectivement un rapport à la concurrence. Si je suis dirigeant loyal, je ne suis pas en train de tricher, je ne suis pas en train de vous tromper en allant eh bien, servir d'autres sociétés. Quelqu'un nous dit c'est l'affectio societatis. Est-ce que c'est vraiment loyauté et affectio societatis? Est-ce que c'est lié? Oui? Alors, le dirigeant peut ne pas être associé, mais c'est vrai que quand même, on se dit, si on est en société, on doit être loyal à l'égard de la société, et c'est vrai, c'est surtout, et vous avez raison, quelqu'un parle aussi ici d'intérêt social, oui, la loyauté, on comprend bien que c'est le fait de servir l'intérêt social. Mais si on dit servir loyalement l'intérêt social, on n'a pas encore vraiment définit précisément le devoir de loyauté. Au passage, on parle plus de devoir de loyauté que d'obligation de loyauté, mais c'est des mots. Obligation, enfin, devoir, est-ce que c'est moins fort qu'obligation? C'est plus par élégance, parce qu'obligation de loyauté, ça fait bizarre. Devoir de loyauté, on sent c'est un devoir qui pèse sur moi, je dois respecter mon devoir de loyauté, je suis tenu à une obligation de loyauté, on a l'impression que c'est une loyauté contrainte, voilà. Mais ça reste quand même une obligation au sens du droit des obligations. Si je suis tenu d'un devoir de loyauté, ça veut dire que pèse sur moi une obligation. Le Code civil ne parle plus comme ça depuis l'ordonnance, mais pèse sur moi une obligation de faire et de ne pas faire. Si je suis loyal, je dois avoir certains comportements, je dois m'interdire d'autres comportements. Respect de certaines formes pour la loyauté, indique un de mes anciens étudiants ici qui intervient. Je ne sais pas, respect de certaines formes, oui, enfin, disons plutôt que certaines formes, je pense aux conventions réglementées, le respect de certaines formes est là pour garantir le devoir de loyauté. Vous vous rappelez des conventions réglementées, c'est quoi? Voilà, c'est particulièrement le cas où le dirigeant passe un contrat avec la société. C'est là que le dirigeant pourrait être déloyal, en défavorisant la société. Elle a un bien qui vaut 100, le dirigeant va l'acheter 50. Il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas été le dirigeant de la société. Mais il va le faire parce que soit c'est lui qui signe le contrat au nom de la société, soit il va influencer les autres dirigeants en disant « Les amis, faites ça pour moi » et je saurai être reconnaissant par la suite, votre tour viendra. Bon, on peut imaginer ce genre de choses, et ça, c'est pas loyal à l'égard de la société. Les conventions réglementées sont là pour éviter ce genre de comportement. Donc on peut dire qu'elles garantissent la procédure des conventions réglementées. Quand on va dire que le dirigeant, quand il veut faire un contrat avec la société, doit le faire autorisé par le conseil d'administration, faire un rapport par les commissaires aux comptes, aller présenter ça à l'Assemblée, on comprend que ça va éviter que le dirigeant fasse des conventions qui défavorisent la société. Donc ce mécanisme des conventions, cette procédure des conventions réglementées, elle favorise la loyauté du dirigeant à l'égard de la société. Mais je ne crois pas que respecter certaines formes soit l'expression du devoir de loyauté. Ce n'est pas parce qu'on est loyal qu'on va respecter les formes. On respecte les formes parce que la loi vous demande de les respecter et les met en place parce que dans les relations entre dirigeants et société, on veut éviter qu'il y ait ces conventions.
L'expression, à mon avis, la plus importante du devoir de loyauté, c'est l'interdiction qui va être faite aux dirigeants d'aller servir la concurrence. Mais si vous regardez les textes, est-ce qu'il est dit que le dirigeant a l'interdiction d'aller servir la concurrence? On a évoqué des textes qui vont dans ce sens. Lesquels? On l'avait évoqué pour les sociétés anonymes, et on avait dit qu'il y a des textes qui ne visent que certaines formes de sociétés bien particulières. On en parle pour d'autres choses dans le programme de différents candidats à la primaire de la droite et du centre. Mais c'est une question de mandat politique, et je vous ai donné déjà un bout de la réponse. C'est les règles sur le des mandats. Voilà, les règles sur le non-cumul ou sur le cumul des mandats. Là, on n'est pas dans les mandats politiques, donc on peut éviter voilà, d'être trollé si jamais on devait l'être. On devait l'être. Je parle particulièrement bien français ce matin. Donc, j'en perds du coup le fil. Voilà, cumul de mandats. Cumul de mandats, on avait dit pour certaines sociétés, et c'est pour les sociétés anonymes. Pour les sociétés anonymes, on vous limite, la loi limite le nombre de mandats qu'un même dirigeant, personne physique, peut exercer. Vous vous en rappelez de ça? Bon. Et une des utilités de ces règles de cumul des mandats, c'est d'éviter les situations de conflit d'intérêts, c'est-à-dire les situations où le dirigeant pourrait être tenté ou être déloyal vis-à-vis d'une des sociétés. Si je suis dirigeant de sociétés concurrentes, comment on fait? J'ai des informations de l'une qui dit qu'elle va lancer un nouveau produit. Est-ce que je dois aller en prévenir l'autre société? Ou une société dont je suis dirigeant répond à un appel d'offres. Elle donne un prix. Je sais que l'autre société veut répondre à ce même appel d'offres. Est-ce que je dois communiquer à la deuxième société le prix que la première société va proposer? On se dit, mais non, c'est hyper déloyal, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi déloyal, en ayant l'information sur le prix de la première société, de ne rien dire à la deuxième société? C'est une situation où on ne voit pas comment s'en sortir, parce qu'on est forcément déloyal à l'égard de l'une ou à l'égard de l'autre. Et c'est intéressant parce qu'on touche ici vraiment la question du conflit d'intérêts. Et ce n'est pas une question qui n'est que de droit des sociétés. Le conflit d'intérêts, c'est une situation où on est, au même moment, chargé de défendre deux intérêts qui sont opposés ou qui sont au moins en concurrence. Et vous comprenez que pourquoi c'est si sensible le conflit d'intérêts? C'est que, dans l'exemple que je viens de vous donner, imaginez que vous soyez dirigeant de deux sociétés concurrentes, une a déposé une offre avec un prix, et l'autre se prépare à déposer une offre pour le même appel d'offres, et elle réfléchit au prix qu'elle va donner. Et vous savez que le prix, c'est hyper important. Et elle va donner un prix qui est au-dessus du prix de la première société. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au conseil, vous n'êtes pas le PDG, vous n'êtes qu'un administrateur parmi d'autres, mais vous êtes quand même dirigeant. Qu'est-ce que vous faites? Jusqu'à présent, ça ne vous gênait pas trop d'être aux deux conseils d'administration. On sait que vous êtes au conseil d'administration de la société A dans la société B et inversement. Donc vous n'avez pas à dissimuler des choses. Mais vous êtes quand même embêté. Là, on fait travailler depuis on a fait des milliers d'heures pour préparer l'intégralité de la réponse à l'appel d'offres dans la deuxième société. Et là, c'est la réunion du conseil d'administration pour dire, alors le prix qu'on propose, c'est combien? Et on sait que le prix est super important et que les prestations de toutes les sociétés qui répondent sont à peu près équivalentes. On se met d'accord pour un prix de 3 millions
alors qu'on sait, enfin, vous savez, vous êtes le seul dans la pièce à savoir que la société A, c'est une offre où on répond à enveloppe fermée, la société A, elle a donné 2,8 millions. La société B envisage de mettre 3 millions. Mais ces 3 millions, on a une marge qui nous permettrait de baisser un peu, et peut-être de baisser en dessous de 2,8 millions. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Alors, devoir plutôt que droit de réserve, obligation de ne pas faire. Et c'est quoi votre devoir de réserve alors? D'accord, oui, voilà. Donc, devoir de réserve, mais du coup, droit au silence sur cette affaire. Bon. Mais vous le dites ou pas? D'accord, donc en réalité, depuis le début du conseil d'administration, vous êtes comme ça avec voilà, les mains sur les oreilles, enfin, voilà, comme ça, et du coup, on se dit, bon, lui, il doit être en conflit d'intérêts. Bon. Mais vous voyez, on n'est pas très à l'aise quand même. Imaginons que il y a la réponse à la procédure d'appel d'offres, et puis, on est au conseil d'administration de la société B, on a mis 3 millions, on est un peu dépité parce qu'on n'a pas remporté l'appel d'offres, on n'a pas été retenu, et puis on voit que c'est la société A qui l'a remporté avec 2,8 millions. On va peut-être, tout le monde va peut-être vous regarder avec suspicion. Quand même, vous auriez pu nous le dire. Alors comme c'est vous qui avez répondu, voilà, du coup, tout le monde vous regarde, voilà, non. Ce n'est qu'une simulation. Monsieur n'est pas vraiment administrateur de la société A dans notre société B, on n'est même pas en société, calmez-vous. Bon, mais et puis c'est vrai qu'on n'a pas remporté l'appel d'offres, mais en même temps on n'a pas déposé de candidature, donc bon, plus sérieusement, la bonne situation, ça aurait été quoi? De dire dès le début, quand la société B commence à parler de répondre à l'appel d'offres, de dire attention, vous savez, je siège dans la société A qui répond à l'appel d'offres, mais rien que dire ça, c'est déjà bizarre, parce que, enfin, c'est déjà peut-être délicat de dire, pas de dire je suis dans la société A, ça, c'est public. Et en principe, quand on vous a nommé dans la société B, vous avez informé que vous étiez dans la société A. Bon. Mais, rien que de dire, attention, sur l'appel d'offres, la société A, dont vous le savez, je suis administrateur, est également en train de répondre. Rien que ça, c'est déjà délicat, non? D'annoncer ça, parce que du coup, la société B va avoir une information qui est une information qu'on peut dire privilégiée. Et du coup, en révélant que A est en train de répondre, est-ce que vous venez pas de manquer à votre devoir de loyauté envers la société A? Sans doute que, sur le papier, la meilleure des choses, c'est de dire, quand commence chez B la réponse à l'appel d'offres, de dire ma situation chez A, dont je ne donne pas, sur laquelle je ne donne pas de précision, ma situation chez A fait que je préfère ne pas m'impliquer et ne pas participer aux discussions sur ce dossier. Je suis en conflit d'intérêts, je préfère ne pas participer aux discussions sur ce dossier. Oui ? Je pense que... Alors, votre question est redoutable, parce que du coup, est-ce que chez A, je peux me défoncer pour que la société A remporte oui, enfin, à un moment donné, il faut bien pouvoir faire quelque chose, mais c'est là qu'on comprend où est le problème. C'est que finalement, c'est pas cette situation où je suis chez A et chez B qui sont concurrentes en même temps, le fait de dire dans une société ou dans les deux sociétés, oulala, moi, je préfère ne pas participer parce que je suis en conflit d'intérêts, on comprend que c'est pas simple. Ça veut dire que la société... Alors, oui, on a nommé ce dirigeant en connaissance de cause. Quand on le nomme chez B, on sait qu'il est déjà dirigeant chez A. Et chez A, on sait qu'il est en train d'être nommé chez B. Donc on peut dire, les sociétés qui le gardent en fonction
A et B, elles prennent leurs responsabilités. Mais c'est quand même pas idéal d'avoir un dirigeant qui est en incapacité d'intervenir sur des dossiers qui sont des dossiers importants. C'est pour ça que, en absolu, mieux vaudrait ne pas se trouver dans ces situations. Parce que dans mon exemple, peut-être que le dirigeant, on va être content qu'il ne participe pas, mais est-ce qu'un jour ou l'autre, on ne pourra pas lui dire « Vous n'avez pas exercé de manière correcte vos fonctions de dirigeant en vous retirant à un moment qui était un moment particulièrement sensible ». Oui ? Exactement, vous avez tout à fait raison. Dire « je suis en conflit d'intérêts dans la société », enfin, annoncer à la société B « je suis en conflit d'intérêts », rien que ça, c'est déjà une information. Donc, c'est des situations qui sont très difficiles à gérer, et même, encore une fois, j'insiste là-dessus, se dire que donner des informations, ça nous met à l'abri, non, ça ne nous met pas complètement à l'abri, parce qu'un jour ou l'autre, c'est peut-être la société A qui dira « mais vous leur avez dit quoi à la société B ?» Du coup, ils étaient au courant qu'on avait fait une réponse à l'appel d'offres. Enfin, voilà, ce genre de choses, ces situations de conflit d'intérêts, elles ne sont pas faciles à gérer. C'est plutôt la jurisprudence qui s'est trouvée amenée à donner des règles sur le conflit d'intérêts. Et il y a un arrêt, je l'avais déjà évoqué, un arrêt particulièrement important, qui est un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 novembre 2011. Chambre commerciale de la Cour de cassation, 15 novembre 2011, qui concerne la situation suivante. Et il est intéressant parce qu'il traite à la fois de l'associé et du dirigeant. Vous avez une société qui va répondre à un appel d'offres, précisément. C'est pour c'est une société de construction, il faut construire une gendarmerie. Et l'appel d'offres, il est en plusieurs tranches, c'est-à-dire qu'il y a une partie des prestations, on répond à un premier appel d'offres, et puis, je ne sais pas, pour l'aménagement intérieur de la gendarmerie, c'était les fondations et les gros travaux, et puis après, pour la partie aménagement intérieur, c'est un deuxième appel d'offres, ou pour la toiture, peut-être, c'est un autre appel d'offres. En tous les cas, la société répond à un premier appel d'offres, et elle est retenue. Donc elle fait des travaux, et puis il y a un deuxième appel d'offres, et cette fois-là, elle n'est pas retenue. Et alors, du coup, elle est déçue de ne pas être retenue, et on va aller voir quelle est la société qui a été retenue. En pratique, c'est difficile toujours d'avoir des appréciations générales, mais je crois que dans les secteurs où l'activité repose beaucoup sur de la réponse à des appels d'offres, quand on n'a pas été retenu, on va souvent voir qui a été retenu, non seulement pour comprendre pourquoi ils ont été retenus, mais aussi parfois pour contester le choix qui a été fait par l'autorité qu'on appelle le pouvoir adjudicateur. Pourquoi est-ce que telle entité a été retenue? Et du coup, parfois, pour contester, il faut bien comprendre que répondre à un appel d'offres, c'est pas juste dire oui, ça je vous le fais pour 300, non, allez, 280. Non. Répondre à un appel d'offres, ça veut dire généralement faire travailler beaucoup de gens sur un projet pour... c'est déjà souvent travailler le projet. Donc, c'est une activité qui est importante de répondre à des appels d'offres. Et donc, dans cette affaire, la société qui n'est pas retenue va voir quelle est la société qui a été retenue. Et on s'aperçoit que cette société qui a été retenue, c'est marrant, elle a le même dirigeant que nous, dis donc. Et donc là, tout le monde se tourne vers le dirigeant et lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un homonyme de vous qui a la même adresse et qui dirigerait une société qui s'appelle un peu différemment de la nôtre, et c'est elle qui a été retenue. Oui, vous savez, mon nom est assez commun. Bon, assez vite, on se rend compte que c'est bien le dirigeant de la société qui a discrètement monté une autre société, et il savait que la société qu'il dirigeait allait proposer un prix de temps, eh bien, il lui a suffi de proposer un prix à prestation identique légèrement inférieur, et c'est donc sa société qui a été retenue. Est-ce qu'il peut l'emporter au paradis, si l'on peut dire? Est-ce que ça serait quoi le principe? Avant qu'on dise devoir de loyauté,
vous savez qu'il faut toujours raisonner en termes de principe-exception. Ce n'est pas parce qu'on est des gens binaires, nous les juristes, c'est parce que ça permet de comprendre quelle est la règle première et quelle est la règle qui vient déroger à la règle première. Mais c'est important parce que principe-exception, ça veut dire que les exceptions, on les interprète, comme vous le savez, restrictivement. S'il n'y a pas d'exception, c'est la règle première qui vaut. C'est quoi la règle première dans ce domaine qu'on est en train d'évoquer? Oui, monsieur? Absolument, c'est la liberté d'entreprendre. Si c'est la liberté d'entreprendre, ça veut dire que par principe, j'ai droit, quand je constitue une société, quand je dirige une société, je devrais avoir le droit, s'il n'y a pas d'exception à ce principe, je devrais avoir le droit de constituer d'autres sociétés et de venir concurrencer avec ces autres sociétés l'activité de la première société. Le principe, c'est effectivement la liberté d'entreprendre. Mais il peut y avoir des exceptions, c'est-à-dire que peut-être que la loi ou le contrat vont faire que je ne dois pas concurrencer la société que je dirige. L'arrêt du 15 novembre 2011, il est très intéressant parce qu'il répond à la fois sur la situation de l'associé et sur la situation du dirigeant. Et il va dire que l'associé, puisque en réalité, dans cette affaire que je vous ai décrite, le dirigeant avait emmené avec lui un associé de la première société, et donc on se posait la question à la fois pour l'associé et pour le dirigeant. Si je suis associé, est-ce que j'ai l'interdiction de concurrencer ma société? Réponse de la Cour de cassation dans cet arrêt du 15 novembre 2011, oui, par principe, j'ai le droit. Par principe, j'ai le droit quand je suis associé. Je n'ai pas dit dirigeant encore. Hein. C'est l'associé a le droit de concurrencer sa société. Précision quand même, l'arrêt mentionne que c'est l'associé de SARL. Derrière ça, on a des arrêts sur l'associé de société par action simplifiée, notamment un arrêt du 12 mars 2013 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Donc, dans les sociétés à responsabilité limitée, l'associé a le droit, par principe, de concurrencer la société. Maintenant, si des textes spéciaux venaient l'interdire, ou si l'associé prenait l'engagement de ne travailler que pour, de n'exercer une activité que pour cette société, à ce moment-là, l'associé verrait sa liberté d'entreprendre restreinte et il ne pourrait pas concurrencer la société. Mais on a donc une série d'arrêts de la Cour de cassation qui viennent nous dire que l'associé peut exercer une activité concurrençant celle de la société, au moins dans les SARL, les sociétés par action. On peut imaginer que dans les sociétés où il y a une responsabilité illimitée, la situation soit différente. Mais ça, on en avait déjà parlé, c'est l'associé. Le dirigeant, c'est différent. Et ce que nous dit cet arrêt du 15 novembre 2011, c'est qu'il va nous dire que le dirigeant d'une société ne peut pas répondre à un appel d'offres pour une société concurrente. Donc le dirigeant ne peut pas répondre à un appel d'offres pour une société concurrente. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Cour de cassation tranche. Donc dans l'arrêt en question, elle va dire que la Cour d'appel devait retenir une responsabilité du dirigeant. Le fait d'avoir dit qu'il n'était pas responsable, non, ce n'est pas conforme au devoir de loyauté du dirigeant. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas ce devoir de loyauté, il n'est pas inscrit dans les textes, et si on raisonne en termes de principe-exception, on peut se dire que le principe,
c'est la liberté d'entreprendre. L'exception, c'est les sociétés dans lesquelles des textes spéciaux disent on ne peut pas être membre de plusieurs conseils d'administration ou on ne peut pas diriger plusieurs sociétés anonymes en même temps. Mais on pourrait se dire, quand la loi n'a rien dit, le principe prévaut, et le principe, on l'a dit, c'est la liberté d'entreprendre. Bon. La Cour de cassation vient montrer que ce n'est pas sa conception des choses, et elle vient rappeler que le devoir de loyauté et de fidélité impose finalement des obligations aux dirigeants. On peut dire que c'est des obligations qui sont inhérentes à son statut de dirigeant, qui sont implicites. Si j'accepte d'être votre dirigeant, d'être le dirigeant de votre société, j'ai un devoir de loyauté. Je ne peux pas diriger la société concurrente à côté. Mais on a aussi envie de dire, ça aurait été bien de le dire plus clairement avant. Est-ce que ça va de soi? C'est pas si évident. Et si on y réfléchit un moment, on pourrait avoir des situations un peu délicates, par exemple dans les groupes de sociétés. Dans les groupes de sociétés, vous avez souvent une personne qui va diriger plusieurs filiales du même groupe. Ces filiales, si elles font partie du même groupe, elles ne sont pas nécessairement en concurrence, elles travaillent plutôt ensemble ou de manière coordonnée, mais ça n'est pas vrai dans tous les groupes. Et dans certains groupes, il y a une concurrence entre les filiales. Que doit faire le dirigeant de plusieurs filiales? On retombe sur les histoires de conflits d'intérêts qu'on évoquait tout à l'heure. Peut-être qu'il doit s'abstenir d'intervenir pour la filiale numéro 2 quand la filiale numéro 1 est déjà en activité sur un secteur donné, mais du coup, c'est la filiale numéro 2 qui souffre de ça. Est-ce qu'il doit signaler « je suis en conflit d'intérêts, faites quelque chose » ? Bon, idéalement, mieux vaut ne pas se trouver dans ces situations de conflit d'intérêts. Devoir de loyauté, je continue et je termine là-dessus. Donc, la jurisprudence nous dit que le dirigeant ne peut pas intervenir pour une société concurrente. On appelle ça aussi théorie, enfin, il y a le fait qu'on ne puisse pas exercer une activité concurrente, il y a une notion qui était consacrée par cet arrêt du 15 novembre 2011, on appelle ça la théorie des opportunités d'affaires. Plus précisément, le détournement d'une opportunité d'affaires. C'est quoi? C'est un type de faute. Ce n'est pas la loi qui utilise ces termes, c'est plutôt la doctrine. Et c'est une doctrine qui est empruntée, qui vient des États-Unis au départ, ce qu'on appelle les corporate opportunities. C'est le fait qu'un dirigeant vienne précisément faire cela. Il a connaissance d'une opportunité d'affaires, c'est-à-dire la société va conclure un marché ou va répondre à un appel d'offres. Et le dirigeant va utiliser cette information pour en faire profiter soit lui-même, soit une société qu'il crée, soit une société qui appartient à ses amis. Voilà, c'est le détournement d'une opportunité d'affaires. Et la jurisprudence va considérer que ça, c'est une faute de faire ça. C'est intéressant parce que c'est une faute, mais ce n'est pas un abus de biens sociaux, parce qu'on n'est pas en train de voler ou de prendre plutôt un bien de la société pour l'utiliser dans son intérêt personnel. Oui ? C'est un peu comme un délit d'initié, c'est ça en commun, on reviendra sur le délit d'initié, mais ça en commun le fait que ça repose sur l'utilisation d'une information privilégiée. Oui ? Est-ce qu'on peut considérer l'information comme un bien de la société ? Le droit pénal étant d'interprétation stricte, le fait de détourner une information ne doit pas a priori être qualifié d'ABS, d'abus de biens sociaux, mais au moins civilement, on peut engager la responsabilité du dirigeant, et donc c'est une forme de manquement au devoir de loyauté. En tous les cas, la jurisprudence, avec cet arrêt du 15 novembre 2011, accepte de considérer que le dirigeant commet une faute lorsqu'il détourne une opportunité d'affaires.
Loyauté à l'égard de la société, la jurisprudence l'a reconnue, mais elle a été plus loin. Elle a reconnu aussi un devoir de loyauté à l'égard des associés ou des actionnaires. Le dirigeant, mais alors, dans des cas un peu particuliers, la jurisprudence a reconnu que le dirigeant avait un devoir de loyauté à l'égard des associés. Je dis dans des cas particuliers parce que il y a deux situations où la jurisprudence a reconnu ce devoir de loyauté. La question, c'est, et c'est le problème des solutions données par la jurisprudence, c'est est-ce que ça va au-delà? C'est le problème de ces grandes idées, de ces grands standards, devoir de loyauté, devoir de bonne foi. C'est bien d'avoir ce genre de grands principes. Mais après, on ne sait pas jusqu'où ça va. Est-ce que le devoir de loyauté m'impose de révéler que quelqu'un de ma famille est en train de prendre la direction d'une société concurrente? On peut dire, mais le devoir de loyauté, il pèse sur moi, pas sur les gens de ma famille. Donc, ils font ce qu'ils veulent. On ne va pas leur interdire de diriger une société concurrente. Mais moi, est-ce que je n'ai pas l'obligation de donner cette information? Difficile à dire. Peut-être que si je donne l'information, ben c'est important parce que du coup, on ne va pas me donner certaines informations en se disant « Non, mais il va peut-être discuter pendant les repas de famille, il va peut-être raconter aux dirigeants de la société concurrente. » Et puis, peut-être qu'on ne va pas vouloir me garder si on sait que quelqu'un de ma famille, je ne sais pas, mon frère, ma sœur, dirige la société concurrente. Et ils vont l'apprendre de toutes les manières. Donc, est-ce que je n'ai pas intérêt quand même à donner cette information? Vous voyez, c'est pas simple, c'est pas facile. On peut dire non, c'est chacun fait ce qu'il veut avec son activité, liberté d'entreprendre. Mais voilà, dire que le dirigeant a un devoir de loyauté, c'est bien, mais on ne sait pas jusqu'où ça va précisément. Donc, devoir de loyauté à l'égard des actionnaires. Il y a deux situations, c'est deux cas où en jurisprudence on a pu affirmer le devoir de loyauté. Première situation qui a donné lieu à une série d'arrêts, dont un arrêt qu'on connaît sous le nom d'une des parties, c'est l'arrêt Vilgrain, V-I-L-G-R-A-I-N. C'est un arrêt de la Chambre commerciale, il est dans vos fiches de travaux dirigés, Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 27 février 1996. La situation est la suivante, vous avez un associé, ou une actionnaire en l'occurrence, qui demande aux dirigeants de... Alors, dans tous ces arrêts, vous avez soit on demande aux dirigeants de racheter nos actions, je suis actionnaire, je veux vendre mes actions, mais je ne sais pas à qui. Je vais aller voir le président de la société et je lui demande s'il veut bien me racheter mes actions. Ou, autre situation, on peut lui demander s'il connaît quelqu'un qui pourrait racheter mes actions. Ben oui, il connaît tellement de gens, vous savez, il y a beaucoup de réseaux, il va me trouver quelqu'un qui va me payer un bon prix. Et il est sympa, le dirigeant. Donc le dirigeant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il trouve quelqu'un qui propose un prix, qui est un prix, c'est pas ce qu'on espérait, mais c'est quand même un assez bon prix. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Le dirigeant, soit il a acheté au prix qui n'est pas excellent, mais qui est pas très élevé, mais qui a un prix qui nous allait encore, et bien on découvre qu'il a revendu nos actions pour un prix 3 fois supérieur, quelques jours après. Là, on l'a quand même un peu mauvaise. Ou alors, il nous a présenté quelqu'un qui a acheté nos actions, et on découvre que la personne en question a revendu ses actions quelques jours après pour un prix très supérieur. On l'a un peu mauvaise, mais comment ça se résout en droit des contrats, cette situation? Imaginez que quelqu'un vous propose de vous acheter un de vos biens à un prix qui vous convient. Et puis vous découvrez que la personne avait déjà trouvé un acheteur pour votre bien à un prix qui est 3 fois supérieur. Comment ça se résout en droit des contrats, ça? Est-ce que vous avez possibilité de faire annuler
la vente que vous avez faite. Si vous aviez su, vous auriez vendu directement à cette personne. Mais en droit des contrats, est-ce qu'il y a une obligation pour l'acheteur d'informer le vendeur que son bien, eh bien, il y a des personnes derrière qui sont prêtes à l'acheter beaucoup plus cher? Oui. Alors, quelqu'un écrit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Mais cette règle ici, à mon sens, ne s'applique pas parce que, voilà, alors, vice du consentement, arrêt Baldus, effectivement, réticence dolosive. Si la personne qui vous achète a une information qui est une information que vous ne pouvez pas avoir autrement, c'est vrai, une information déterminante de votre consentement. Si vous l'aviez, vous ne contracteriez pas ou pas à ces conditions. Mais là, c'est particulier parce que c'est une information sur la valorisation de votre bien, sur le fait qu'il existe des personnes qui sont susceptibles de l'acheter plus cher. Et effectivement, c'est la solution qui avait été donnée par l'arrêt Baldus, qui est indiqué par différentes réponses, arrêt du 3 mai 2000, qui était l'acheteur n'a pas l'obligation d'informer le vendeur sur la valorisation du bien vendu. Je n'ai pas à vous dire que d'autres personnes seraient susceptibles d'acheter le bien plus cher que le prix que je vous propose maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de réticence dolosive, et là encore, c'est une autre notion. Oui, c'est compliqué parce que c'est là aussi une notion qui a été dégagée par la jurisprudence. Quand est-ce qu'on doit révéler des informations? Quand est-ce qu'on ne doit pas révéler des informations? Pour cette situation particulière, la Cour de cassation a clairement posé que l'acheteur n'avait pas l'obligation d'informer le vendeur. Mais ça, c'est la situation où le vendeur et l'acheteur n'ont pas de lien particulier. Et dans l'arrêt Villegrain, la situation n'était pas la même parce que c'était le vendeur, c'était un actionnaire qui demandait au dirigeant social de lui trouver un acheteur. Et là, on considère que la situation est différente et que la position particulière du dirigeant fait peser sur lui, précisément, un devoir de loyauté. Et donc, la jurisprudence a mis en évidence un devoir de loyauté qui pèse sur le dirigeant, soit lorsqu'il rachète les parts ou les actions directement, soit lorsqu'il sert d'intermédiaire pour trouver un acheteur aux parts ou aux actions. Donc, première illustration, devoir de loyauté à l'égard de l'associé ou de l'actionnaire du dirigeant lorsqu'il rachète ou lorsqu'il sert d'intermédiaire dans une opération de revente des actions ou des parts d'un associé ou actionnaire. Et puis, autre manifestation du devoir de loyauté, dans un cadre, là encore, un peu particulier. Autre manifestation, ça a été illustré par un arrêt récent, qui est un arrêt de la Chambre commerciale du 5 juillet 2016, de la Cour de cassation donc. Chambre commerciale 5 juillet 2016, dans une affaire qui a été une affaire, la presse en a pas mal parlé, affaire qui concernait le dirigeant de la société Europcar. Le dirigeant de la société Europcar, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait commis un manquement à son devoir de loyauté, mais dit la Cour de cassation, devoir de loyauté envers la société et envers son actionnaire, qui était l'actionnaire majoritaire, puisque le dirigeant avait été tenir des propos critiques sur le plan de financement de la société, qui impliquait donc l'actionnaire. Et donc la Cour de cassation va considérer que, en allant tenir ces propos critiques, le dirigeant manque à son devoir de loyauté envers la société et envers son actionnaire. Donc on nous mentionne également à cette occasion qu'il y a un devoir de loyauté envers l'actionnaire.
Donc ce devoir de loyauté, il est dans les textes en filigrane, il est affirmé progressivement par la jurisprudence, mais on n'a pas encore un cadre intégral, puisque la jurisprudence va vous dire, en réalité, dans telle situation, on a manqué au devoir de loyauté, dans telle situation, on n'a pas manqué au devoir de loyauté. Ça permet de comprendre progressivement jusqu'où va ce devoir de loyauté, mais vous voyez, c'est pas facile parce que, voilà, on n'a pas un texte qui nous dit les choses clairement. On doit avoir une liste de décisions et déchiffrer progressivement les contours de ce devoir à l'aide de ces décisions. Dernier devoir que je vais évoquer, le devoir de diligence. Devoir de diligence, on pourrait mettre d'autres choses dans le devoir de loyauté, on pourrait dire que des choses dont je reparlerai par la suite, mais effectivement, le délit d'initié, par exemple, si j'ai des informations privilégiées en tant que dirigeant, je ne dois pas m'en servir pour, par exemple, revendre mes actions à un moment où elles ont plus de valeur. Je fais ça juste avant l'annonce de résultats très mauvais, et à ce moment-là, ça veut dire que voilà, j'ai revendu mes actions à une valeur très élevée alors qu'elles vont perdre toute leur valeur par la suite. On peut aussi considérer que c'est un manquement au devoir de loyauté, cette fois plutôt devoir de loyauté à l'égard du marché. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'y revenir. Dernier devoir que je voulais évoquer avec vous, le devoir de diligence. Mais là, on ne nous dit pas que, il n'y a pas un texte qui dit le dirigeant doit être, oui, c'est une notion à géométrie variable, la loyauté. On ne nous dit pas que le devoir, on ne nous dit pas le dirigeant doit être diligent. C'est joli à dire comme ça, mais il n'y a pas, à part l'allitération, il n'y a pas de texte qui le dise. Bon. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de texte qui le dise? Parce qu'on peut déjà se dire, ça va de soi. Quelqu'un qui accepte d'exercer un mandat de dirigeant dans une société, on peut penser qu'il le fait en se disant qu'il va être suffisamment diligent. Ça veut dire quoi être diligent? Ça veut dire exercer en temps utile les actes nécessaires à la bonne gestion de la société. Mais une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que on ne peut pas avoir un texte qui définisse, précisément le contenu de ce devoir de diligence. On peut avoir des indications. Le dirigeant doit respecter les délais qui lui sont imposés par les textes légaux et réglementaires pour agir. Est-ce que c'est utile de dire ça? Est-ce que vous pensez que quand vous allez accéder enfin au pouvoir politique, votre premier acte sera de dire que les chefs d'entreprise doivent respecter les délais imposés par la loi et les décrets? Est-ce que ça a une utilité? A priori, non, ce n'est pas très utile parce que voilà, on comprend que si la société doit les respecter, comme tout sujet de droit, le dirigeant agissant au nom de la société doit les respecter aussi. Donc ça ne serait pas utile d'avoir ce genre de précision donnée par les textes. Mais on comprend que ne pas agir avec diligence, cela sera constitutif d'une faute. On a un arrêt dont je reparle dans quelques minutes, qui est l'arrêt du Crédit martiniquais, qui va parler de l'administrateur prudent et diligent, qui va dire qu'un administrateur doit agir en administrateur prudent et diligent. On peut se dire prudent et diligent, c'est bizarre, parce que prudent, c'est j'avance avec précaution, et puis diligent, en même temps, c'est j'avance au rythme requis par mon activité de dirigeant, donc c'est peut-être plus vite. C'est bizarre, ce concept de prudent et diligent. Ah, c'est parfait, notre dirigeant, il est exactement comme il faut. Il est prudent, mais il est diligent. C'est-à-dire, il prend des risques, mais prudemment. Alors, non, vous allez dire, non, vous exagérez là, parce que diligent, ça ne veut pas dire qu'il prend des risques. Je ne sais pas, est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle technologie qui est lancée et toutes les sociétés qui travaillent dans notre secteur d'activité doivent en profiter? Notre dirigeant ne fait rien.
il n'investit pas dans la nouvelle technologie. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas diligent? Sur le papier, prudent et diligent, c'est bien. Se répéter tous les matins, aujourd'hui, je vais être prudent, mais je vais être diligent, c'est bien aussi. Après, ça peut être, voilà, c'est là qu'on peut se dire que mettre les règles de bonne direction d'une entreprise en règles de loi, en règles abstraites et générales, c'est pas si évident que ça. Donc, devoir de diligence, on peut considérer que le dirigeant a un devoir de diligence, mais voilà. Après, on va tomber, on ne va pas se poser la question en termes de est-ce qu'il a été diligent ou non, on va se poser la question plutôt en termes de est-ce que c'était une faute que de ne pas avoir fait tel acte dans tel délai ou de ne pas avoir prévenu suffisamment tôt tel ou tel organe de la société. C'est là que les délais légaux ou réglementaires sont utiles, parce que si la société doit agir dans un certain délai et que le dirigeant ne fait rien, là on sait qu'on a une faute. Mais dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, qui était notre dirigeant n'investit pas suffisamment vite dans telle nouvelle technologie, peut-être qu'un jour, on va aller devant un juge en disant que c'est sa faute si notre société a perdu des parts de marché, ou si notre société, au final, est tombée en procédure collective, en liquidation judiciaire. Et là, le juge devra se demander, est-ce que c'était vraiment une faute? Pas facile comme débat. Il y a une notion, j'en ai déjà parlé, c'est la notion de business judgment rule. C'est une notion de droit américain, de droit anglais, pour dire que, dans une certaine mesure, le juge ne se reconnaît pas le droit d'apprécier la bonne gestion du dirigeant. Si le dirigeant ne commet pas manifestement de faute, et ça on le verra notamment lorsqu'il ne respecte pas des délais légaux ou réglementaires, mais le juge ne va pas s'autoriser à dire que le dirigeant est responsable des mauvaises affaires de la société. Être dirigeant, ça implique de prendre des risques, de faire prendre des risques à la société. La sanction, si on fait prendre des risques qui ne conviennent pas ou si on affronte mal les risques, c'est que le dirigeant est changé, qu'il est révoqué de ses fonctions. Mais est-ce que la sanction, c'est une responsabilité civile avec indemnisation du préjudice causé à la société? C'est moins évident. Parlons justement de la responsabilité, c'est le paragraphe 2, de la responsabilité du dirigeant. On peut voir trois hypothèses de responsabilité, trois types de responsabilité. Responsabilité civile, responsabilité pénale, et on évoquera une responsabilité qui est un peu à part, qui est la responsabilité fiscale du dirigeant. Responsabilité civile, grand A. Si vous regardez les textes sur la responsabilité, les textes les plus détaillés, vous les avez pour les sociétés par action. Je prends l'article L225 sur la société anonyme, mais qui va s'appliquer à d'autres dirigeants que ceux de l'ASA. Je prends l'article, voilà, L225-251 du Code de commerce. On me dit, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers. Et on va me donner plusieurs cas dans lesquels ils sont responsables, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, donc manquement, violation de la loi ou des décrets, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. On aurait presque pu ne mettre que les fautes commises dans la gestion, parce que ne pas respecter la loi, les décrets ou ne pas respecter les statuts, je le dis, je vois qu'on a un magistrat qui est en train d'assister à notre cours, donc on peut le dire sous son contrôle, le fait de ne pas respecter la loi
ou les statuts ou un décret, loi, décret ou statut, on peut considérer que c'est une faute commise dans la gestion. Donc on aurait pu dire tout simplement que le dirigeant est responsable des fautes commises dans sa gestion. Là, on a précisé les choses, on a un texte qui, du coup, est un peu plus long qu'il pourrait l'être, mais après tout, c'est pas grave. Comme ça, les choses sont dites clairement. Le dirigeant qui viole la loi, le décret ou les statuts commet une faute. On nous parle de responsabilité à l'égard de la société ou des tiers, mais il faut envisager aussi la responsabilité à l'égard des associés. Donc on va voir ces trois hypothèses de responsabilité civile qui sont à l'égard de la société, à l'égard des associés et à l'égard des tiers. À l'égard de la société, tout d'abord, le dirigeant qui gère mal la société peut engager sa responsabilité civile. Ça peut être le dirigeant qui n'est pas suffisamment diligent, le dirigeant qui va commettre des violations de la loi, qui va déborder par rapport à l'objet social. Vous m'avez mis à la tête de votre société, je vous en remercie, et votre société a pour objet social, je ne sais pas moi, la vente, ou plutôt le rafistolage de vieux meubles. C'est bien, mais aujourd'hui, il y a des activités beaucoup plus intéressantes. Et notre société va se lancer dans la location de véhicules de luxe. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est une activité qui est plus prestigieuse. Là, on va vraiment gagner de l'argent. Je vous laisse avec vos vieilles chaises, aller rempailler vos chaises. Moi, j'achète une série de véhicules très luxueux et on va les garer sur la place du Panthéon et on va les louer à ceux qui passeront. Notre société ne va pas s'enrichir parce qu'on me dit qu'on n'a pas le droit de garer des véhicules comme ça à place du Panthéon, on se prend plein d'amendes, bref, ça ne marche pas. Peut-être que le fait de ne pas avoir respecté l'objet social statutaire de la société est aussi à l'origine des déboires de la société. La société peut engager ma responsabilité à moi, dirigeant, en me reprochant de ne pas avoir respecté l'objet social statutaire. Peut-être que c'était très utile pour la société de se lancer dans une nouvelle activité qui n'était pas prévue par les statuts, mais si je le fais, j'ai intérêt à commencer par demander aux associés de modifier les statuts ou au moins leur demander une autorisation d'intervenir dans ce cadre qui n'est pas prévu par les statuts. Première chose. Deuxième point qu'il faut envisager sur cette responsabilité du dirigeant à l'égard de la société, c'est comment ça se passe en pratique. Imaginons que je sois précisément le dirigeant de notre société, j'ai fait cette activité, vous n'êtes pas content parce que y a toutes mes voitures mal garées dehors, là, et voilà, j'ai causé un préjudice très important à la société, on a eu pour des dizaines de milliers d'euros ou peut-être plus de pertes, on loue des voitures on a acheté des voitures où on les a prises en leasing, bref, notre activité n'est pas rentable du tout, vous vous dites, ça, le président Dondero, c'est sa faute. On va engager sa responsabilité et vous pensez que je dois 300 000 € de dommages et intérêts à la société. On en parle. Comment on fait pour que la société obtienne les 300 000 € de réparation? Si le président Dondero ne paye pas, je n'ai pas amené mon chéquier, désolé, je ne mets pas 300 000 € sur la table. Et puis, à bien y réfléchir, je ne paierai pas 300 000 €. Je veux bien transiger à 25 €. Vous n'êtes pas satisfait, et donc, vous vous dites que la société doit saisir un juge pour obtenir réparation. Comment on fait? Là, on est en assemblée. Oui? Vous demandez à un associé d'exercer l'action en justice, mais en principe, ça ne marche pas.
En principe, ça ne marche pas parce que celui qui peut représenter la société, c'est qui? C'est le président Dondero. Vous voulez que j'agisse en justice au nom de la société contre qui? Contre le président Dondero? Bien sûr, je vais m'en occuper, pas de problème, comptez sur moi. J'irai voir un avocat dans quelques mois, dès que j'ai le temps, je vais voir un avocat et je vous promets, j'agis en justice contre moi au nom de la société. Je ne veux pas payer, vous allez voir, je vais me faire payer. Hein, je vais me faire condamner et puis ça va être saignant, hein, je peux vous le dire. Bon, bref. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas possible d'attendre du dirigeant qu'il agisse au nom de la société en réparation contre lui-même. Donc, pour éviter ce genre de blocage, la loi a mis en place, alors on a des textes spéciaux, on a aussi des textes généraux. Je vais plutôt au texte général, puisqu'on est en droit commun ici, 1843-5 du Code civil. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la chose suivante. On nous dit, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, ça j'y reviens tout à l'heure, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Pour certaines sociétés, il y a des textes spéciaux, mais on a un texte général qui nous dit que c'est ce qu'on appelle l'exercice ut singuli, c'est du latin, ut, plus loin, singuli, S-I-N-G-U-L-I, exercice ut singuli de l'action sociale en responsabilité contre le dirigeant. On appelle ça parfois plus rapidement l'action ut singuli, mais si on dit bien les choses, il faudrait dire que c'est l'exercice ut singuli de l'action sociale en responsabilité, de l'action de la société en responsabilité. Donc, l'idée c'est quoi? C'est qu'un ou plusieurs associés peuvent agir en justice au nom de la société contre le dirigeant. Alors quelqu'un nous dit ici, l'action en Allemagne contre la société s'appelle action pro-socio. C'est un peu bizarre parce que pro, ça ne fait pas contre la société. Où sont nos Allemands qui parlent latin ici? Non? Bon, ils sont peut-être en Allemagne. Bon, point à vérifier. Mais en tous les cas, c'est bien de pouvoir faire d'avoir ces éléments de droit comparé qui viennent pendant qu'on fait le cours. L'idée, donc 1843-5, par exception, puisque le principe c'est que seuls les dirigeants peuvent représenter la société, par exception, pour un cas particulier, on permet aux associés d'agir en justice au nom de la société. Normalement, si vous faites un procès, vous n'êtes pas dirigeant, vous n'êtes qu'associé, vous faites un procès au nom de la société, on va vous dire, désolé, vous n'avez pas le pouvoir de représenter la société. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un représentant. Ah, mais je suis actionnaire, j'ai mis beaucoup d'argent dans la société. Non, ça ne marche pas. C'est une personne morale qui n'est représentée que dans les conditions prévues par la loi ou éventuellement par ses statuts. Est-ce que la loi ou les statuts vous ont donné pouvoir d'agir? Non, vous n'êtes qu'un associé. Eh bien, par exception ici, pour cette action, et la jurisprudence est stricte là-dessus, c'est pour cette action, c'est pas pour agir en nullité, c'est pas pour exercer d'autres actions, c'est pour l'action en responsabilité civile. Pour l'action en responsabilité civile, on autorise qu'un associé agisse au nom de la société, mais c'est bien l'action de la société qui est exercée ici. Et on vous dit que, en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Alors, il y a des règles particulières pour certaines sociétés. Si on veut se grouper, il faut représenter un certain pourcentage du capital social, mais ici, c'est le principe qui m'intéresse. La loi autorise, par dérogation aux règles de représentation, que des associés représentent la société, alors que normalement, elle n'est représentée valablement que par ses dirigeants. Donc, ça, c'est l'action qu'on appelle donc action ut singuli. En pratique, elle n'est pas beaucoup exercée parce que si vous l'exercez, vous êtes quelqu'un
d'altruiste, de généreux, parce que vous comprenez que vous allez engager des frais, vous allez rémunérer des avocats pour qu'ils exercent une action au nom de la société, mais c'est une action qui ne va pas vous profiter directement, puisque voilà, ça va enrichir, ça va indemniser, donc réparer le préjudice de la société, ça ne va vous profiter finalement que de manière indirecte. Vos actions vont voir leur valeur augmenter en fonction des dommages et intérêts donnés, mais vous n'allez pas profiter de l'intégralité de l'indemnisation. Vous en faites profiter également les autres associés. Et donc, il faut penser que c'est en plus une situation où vous êtes sans doute minoritaire, parce que si vous étiez majoritaire, vous auriez débarqué le gérant plus vite que ça. Donc, vous seriez majoritaire, vous auriez la possibilité de faire en sorte que la société poursuive le gérant. Donc là, c'est des situations qui sont visées où vous êtes sans doute un petit actionnaire et donc vous allez exercer une action au nom de la société, mais pour finalement, vous allez profiter de quelques pourcents peut-être de l'indemnisation. Donc on peut imaginer que, enfin on peut comprendre que cette action ne soit pas exercée si fréquemment que cela. Une précision encore que je voulais vous donner sur la responsabilité des dirigeants dans certaines sociétés, mais qui sont des sociétés importantes, puisque c'est les sociétés par action, c'est les SARL, vous avez une règle qui concerne la prescription. Je prends l'article L225-254, oui, 254, on nous dit « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant social qu'individuel, se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation. » Donc c'est intéressant parce qu'on a prévu pour les dirigeants des sociétés les plus répandues, enfin en tous les cas des sociétés commerciales les plus répandues, on a prévu une prescription qui est une prescription abrégée. On ne peut engager la responsabilité du dirigeant que pendant 3 ans et pas pendant le délai de droit commun qui est, rappelez-moi toujours, 5 ans. Voilà, c'est bien d'avoir toujours ça en tête plutôt que de sortir des 30 ans ou d'autres délais. Donc, depuis 2008, le délai de droit commun, c'est 5 ans. Et donc, voilà, on a donné aux dirigeants une règle qui est une règle avantageuse. C'est 2 ans de moins. Ben, finalement, on peut se dire que c'est quand même... voilà, c'est vraiment avantageux. Alors, quand ça s'opposait à une règle de droit commun qui était de 10 ans ou de 30 ans, on peut se dire, là, pour le coup, c'était vraiment hyper avantageux. Quel peut être le fondement de cette prescription abrégée ? L'idée, c'est qu'on veut dire aux dirigeants, venez diriger les sociétés, votre responsabilité est une responsabilité qui est allégée d'une certaine manière par rapport à la responsabilité de droit commun. C'est pour favoriser l'accession au poste de direction des sociétés, mais voilà, on pourrait dire aussi qu'il n'est pas normal que les dirigeants bénéficient d'une règle d'une règle aussi favorable. Après tout, pourquoi si le droit commun c'est 5 ans, pourquoi quand on est dirigeant d'entreprise, on bénéficie de cette protection particulière qui est une prescription abrégée? Bon, la règle pourrait être discutée. Donc, ça c'était la responsabilité civile du dirigeant à l'égard de la société. Responsabilité ensuite à l'égard des associés. Même si les textes ne le mentionnent pas, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée par les associés. Nous vous avons nommé dirigeant. Vous avez très mal dirigé la société. Et du coup, nos actions ont vu leur valeur baisser de moitié. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous avez perdu plusieurs contrats importants. Vous n'avez pas été diligent lorsqu'il s'est agi de recouvrer des créances de la société. Eh bien, les associés, ce n'est pas la société qui va engager votre responsabilité, c'est moi. J'ai 50% des actions de la société, eh bien je considère que je vais vous demander réparation. Elle valait 1000 l'action
il y a 3 ans, elles ne valent plus que 500. Moi, je vous demande 500 € multipliés par le nombre d'actions que j'ai. Et je vous le demande personnellement. Donc c'est moi qui vous assigne, vous, dirigeants, personnellement. Est-ce que je peux faire ça? On a envie de dire, c'est vrai que si le dirigeant a commis des fautes, si ces fautes ont causé un préjudice, article, aujourd'hui c'est plus 1382, c'est 1240 du Code civil, si ces fautes ont causé un préjudice à quelqu'un, le dirigeant engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice. Mais il y a un obstacle de taille quand même, c'est qu'en réalité, le préjudice, il est causé à qui avant tout? En premier, il est causé à la société. Le préjudice des associés ou des actionnaires, il n'est en réalité qu'indirect. Ce n'est que parce que la société a subi un préjudice que les actions ont baissé, ont vu leur valeur baisser. Et donc, la jurisprudence a été assez ferme là-dessus. Et elle a toujours considéré que pour qu'un associé ou un actionnaire puisse obtenir du dirigeant réparation du préjudice qu'il lui aurait prétendument causé, l'associé ou l'actionnaire doit prouver qu'il a subi un préjudice personnel, un préjudice propre, distinct de celui de la société. Et vous avez un mot qui revient assez souvent dans cette jurisprudence, c'est que si le préjudice de l'associé n'est que le corollaire de celui subi par la société, il n'est que la conséquence de ce préjudice, alors l'associé ne peut pas demander, il n'est pas recevable à demander réparation du préjudice au dirigeant. Si mon préjudice, c'est juste que mes actions ont perdu de leur valeur, et que une action en responsabilité de la société exercée contre le dirigeant réparerait mon préjudice en remettant dans la société la valeur perdue et en faisant remonter la valeur de mes actions, alors je n'ai pas un préjudice qui m'est propre. Mon préjudice en réalité, ou du moins qui n'est pas propre au sens où je pourrais en obtenir réparation, mon préjudice n'est qu'un préjudice indirect qui résulte du préjudice qui a été directement subi, lui, par la société. Et donc, dans cette situation, si je ne peux pas prouver un préjudice autre, et ça passe généralement par le fait de montrer que je suis le seul à avoir subi le préjudice dont je me plains, si je ne peux pas montrer un préjudice propre, un préjudice distinct, alors, eh bien, je ne suis pas recevable à agir contre le dirigeant. Oui ? Est-ce qu'on peut dire que l'associé est victime par ricochet? C'est vrai qu'on a cette notion en responsabilité civile de victime par ricochet. Vous me causez un accident de voiture et puis je suis celui pour lequel vous aviez beaucoup d'affection, ou je suis celui qui vous entretenait et du coup ça vous cause des préjudices de différentes sortes mais qui sont causés par ricochet. Mais non, ici on va pas avoir cette approche-là. On pourrait dire « Oh, il a fait beaucoup souffrir la société à laquelle je tenais tant ». Non, ici on va considérer que, eh bien, c'est une question de préjudice direct, indirect. D'ailleurs, dans l'exemple du préjudice par ricochet qu'on prend, l'accident de voiture par exemple, je souffre et du coup vous me voyez souffrir. Préjudice par ricochet, préjudice moral par ricochet. Le fait qu'on m'indemnise de mon préjudice moral, de souffrance, répare pas forcément votre préjudice à vous. Alors c'est compliqué parce que je prends un préjudice moral de l'indemnisation, mais on comprend en tous les cas que si on est en train d'indemniser la société, on fait disparaître instantanément le préjudice des actionnaires. Et en réalité, la solution, elle est, je regarde les questions qui sont posées, est-ce que c'est vraiment un préjudice si la valeur des actions baisse ? Oui, c'est un préjudice qui est indirect. La société a une créance, ou la société
Exemple pris en jurisprudence. La société a des immeubles, il y a des locataires. Je suis le gérant de la société. Je suis hyper négligent, pour le coup. Manquement à mon devoir de diligence. Ça me barbe d'aller voir les locataires qui ne payent pas pour leur demander de payer. Ça me barbe de leur écrire, de leur faire des relances. Moi, je fais rien. Hein. Moi, je fais rien. Et du coup, les créances de loyer de la société, progressivement, sont prescrites. Ça veut dire que la société ne peut plus demander paiement des loyers. Elle a un préjudice. Mais vous avez un préjudice. Vos parts ont baissé en valeur. C'est un préjudice causé par ma faute. Mais votre préjudice, il n'est que le corollaire de celui subi par la société. Et si j'indemnise la société, je ferai disparaître instantanément votre préjudice. Donc oui, c'est un préjudice réparable, mais la jurisprudence retient cette solution et, à mon avis, c'est une bonne chose, parce que si elle ne retenait pas cette solution, si elle disait, après tout, chaque associé a la possibilité de faire réparer directement en justice le préjudice qui résulte de la perte de valeur de ses actions. Oui. Le dirigeant serait déjà, je dirige une société, s'il n'y avait que quelques centaines d'actionnaires comme vous, déjà, j'aurais peut-être 200 actions en responsabilité contre moi. Alors tous les jours, tiens, je vais au courrier, ah ben tiens, une nouvelle assignation, dis donc, ah ben il me demande combien celui-là, ah et puis lui il a ajouté 1 million d'euros de préjudice moral. Ça commence à bien faire de diriger une société, moi je crois que je vais arrêter. Bon, déjà le dirigeant serait souvent attaqué. Et puis, on voit au moins 2 autres effets néfastes. Déjà, engorgement de la justice, parce que pour chaque société, il y aurait des milliers d'actions en justice, enfin, il y aurait autant d'actions en justice que d'actionnaires. Et puis, alors, le dirigeant, mais ça va avec ma première observation, enfin, ne voudrait plus prendre de risques parce que, enfin, mais en même temps, ce n'est pas une solution, parce que si je ne prends pas de risques, ça veut dire que je n'agis plus, et peut-être que vous allez tous agir en responsabilité contre moi pour ça. Oui ? Personne ne voudrait devenir dirigeant, et la dernière chose que je voyais, c'était le fait qu'on aura peut-être des décisions contradictoires, parce que vous n'allez peut-être pas saisir tous le même juge, et il va y avoir des jugements qui vont dire que j'ai commis une faute, d'autres qui vont dire que non, donc on va avoir des problèmes de contrariété, de décision de justice. Bref, la solution a l'avantage de limiter le nombre d'actions qui peuvent être exercées. En revanche, si vous pouvez prouver un préjudice qui est un préjudice propre, un préjudice qui vous est personnel, exemple, je vous ai donné à vous une mauvaise information, où il y avait des dividendes qui devaient vous être versés à vous, et j'ai fait une manipulation sur l'ordre de virement qui était prévu pour vous verser votre dividende, et j'ai juste modifié quelques chiffres de sorte que ça arrive sur mon compte. Responsabilité sans doute pénale, mais aussi responsabilité civile, et là on comprend bien que c'est une responsabilité qui est une responsabilité. Enfin, là, c'est un préjudice qui vous est propre. Il n'y a pas l'idée que je réparerai le préjudice de la société et ça réparerait indirectement votre préjudice. Donc là, on voit bien que dans cette situation que je viens de donner, vous avez un préjudice qui est un préjudice personnel. On verra demain la responsabilité à l'égard des tiers et notamment la notion de faute séparable des fonctions que l'on va demander seulement dans cette hypothèse-là, et pas dans les deux qu'on vient de voir, responsabilité à l'égard de la société ou des associés. Merci, chers amis, et à demain. Merci aussi.